Élu dans Jean Talon en 85, Gilles Rémillard est l'homme de confiance de Robert Bourassa. Il a été l'architecte de la position du Québec dans les négociations constitutionnelles de Meach et Charlottetown. Fédéraliste de conviction, il entretient de grandes ambitions pour le Québec qu'il veut doter d'un rayonnement international. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rémillard. Bonjour, M. Morin. Dans le dossier constitutionnel de l'après-Meach, est-ce que vous sentiez des pressions de l'opposition péquiste ici à Québec, de la population et aussi des jeunes libéraux qui étaient assez actifs à ce moment-là? Oui, il y avait de la pression en plus. Il y avait les jeunes libéraux. Et dans le Parti libéral, il y a eu ce mouvement politique, je dirais, incontrôlé, avec la commission Allaire, qui a fait un rapport qui demandait, je ne sais plus trop combien, 23 ou quelques compétences exclusives. Bon, là, c'était le dérapage, le grand dérapage. C'était une commission d'un parti, c'était pas un gouvernement, c'était pas une commission parlementaire, c'était un parti, mais quand même, les dommages ont été là, et les jeunes libéraux, évidemment, étaient très déçus. Il y avait aussi, bien sûr, le gouvernement péquiste n'avait jamais appuyé l'entente du lac Meach. Et ils étaient contre. C'est ça un peu l'opposition, c'est tout à fait normal. Mais ça s'est toujours fait d'une façon très correcte, sur des bases, qu'on peut dire, de conviction de part et d'autre. Et ça, à partir de là, pour nous, il fallait quand même mettre en place un nouveau processus de négociation. Et pendant l'été de 90, c'est pour nous le moment de tourner la page de Meach, mais garder le même livre fédéraliste et voir est-ce qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, reprendre les négociations constitutionnelles. Et M. Mulroney aussi était intéressé, sans doute, parce qu'il est arrivé avec des nouvelles propositions. Je crois que c'est de la commission d'Aubie. Ce qui s'est passé, c'est que le sénateur Murray, qui était le responsable du dossier constitutionnel dans le temps de Meach, a démissionné. Moi, je suis allé voir le premier ministre Bourassa et je lui dis aussi, voilà, premier ministre, c'était mon dossier, il ne s'est pas terminé exactement comme on aurait voulu qu'il se termine. Et j'aimerais démissionner, je veux passer à d'autres choses. Je suis ministre de la Justice. Je suis très impliqué actuellement dans la réforme du Code civil, qui était mon grand projet. Alors, si vous voulez, elle me dit non, je ne veux pas que tu démissionnes. On a besoin d'une continuité. Meach, ça n'a pas marché comme on a voulu, mais il reste qu'il y a plus 8 provinces qui l'ont accepté. À partir de là, il faut reprendre. Et il faut s'entendre pour savoir de la façon qu'on va reprendre tout ça. Mais il faut que tu demeures là et il faut que tu fasses les choses différemment, mais d'une autre façon. Et du côté de M. Mulroney, il avait demandé, suite à la démission de Lionel Murray, il avait demandé à Joe Clark d'être le responsable du dossier constitutionnel. Alors, Joe Clark me téléphone, on se rencontre à Ottawa. J'ai dit, voilà, la position du gouvernement du Québec, c'est après ce qui s'est passé dans Meach. Nous, on avait 5 conditions, et puis, voilà, on ne les retrouve pas dans la Constitution. On a l'impression quand même qu'on a fait un bout de chemin, mais là, Joe, il faut trouver un autre moyen. Et nous, on ne sera pas à la table de négociation, on ne sera pas à la table constitutionnelle, tant qu'on n'aura pas vraiment eu des offres qu'on considère comme acceptables. Et là, il y avait toute la commission Bélanger-Campeau qui était en place aussi, qui est arrivé aux mêmes conclusions. De sorte qu'on a dit, on est là, on est toujours confiant, mais on ne sera pas à la table de négociation parce que, voilà, ce qu'on a demandé dans Meach n'est pas encore fait.
il y avait eu la commission Baudouin-Dauby, du nom du sénateur Baudouin, grand constitutionnaliste, et Mme Dauby. Quelques semaines après, je reçois un téléphone me disant « Écoute, on a fait la tournée des provinces. Les provinces sont retrouvées sans la province de Québec, comme vous l'aviez dit, et il semble y avoir consensus. On s'apprête à demander une rencontre fédérale provinciale présidée par le premier ministre Mulroney à Charlottetown. Pourquoi Charlottetown? C'est parce que l'endroit où a été décidée la Fédération canadienne en 1864, 65. Alors, ce sera symbolique. Bref, on arrive à un consensus et on dit, voilà, on a une entente. On a une entente qu'on appelle l'entente de Charlottetown. Le problème, maintenant, c'est de la faire approuver. Comment on la fait approuver? Parce que ce qui s'est passé, c'est après ce qui s'est passé dans Meech, il y a eu des discussions constitutionnelles ici et là, et l'Alberta a été, je crois, la première province à dire, nous, dorénavant, avant d'accepter un amendement constitutionnel et une entente comme celle-là, il y aura référendum obligatoire auprès de la population. Bon. A suivi la Colombie-Britannique, a suivi les autres. De sorte qu'on s'est retrouvé que quand on a fait l'entente de Charlottetown, il y avait 3 ou 4 provinces qui, maintenant, exigeaient des référendums avant de faire des amendements constitutionnels. Imaginez-vous qu'est-ce que ça pouvait signifier comme complication. Aller directement au peuple, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Parce qu'un référendum, il n'y a pas d'instrument plus démocratique pour consulter la population qu'un référendum. Mais il faut que la question soit claire et surtout, il faut informer adéquatement la population. Que la population sache sur quoi elle va décider. C'est tout un défi, ça, dans une question constitutionnelle. Alors donc, il a été décidé que toutes les provinces tiendraient des référendums. Or, nous, on se retrouve avec un premier ministre qui est très, très malade. Avec M. Mulroney qui est à la fin d'un 2e mandat. Avec des premiers ministres provinciaux ici et là qui sont près des élections. Avec un contexte politique très difficile. Et avec une situation économique en plus difficile. Parce que l'entente de Charlottetown était meilleure que Meech. C'était une entente qui était meilleure pour Meech. Sur quel point? Dans les dernières négociations à Charlottetown, moi je me souviens, le premier ministre Bourassa sort de la salle de rencontre. Le premier ministre me dit, regarde Gilles, regarde ce qu'on vient d'avoir. Brian Mulroney a fait un travail incroyable. Regarde ce qu'on vient d'avoir. La garantie que le Québec aura toujours un minimum de 25 % des députés à la Chambre des communes du Canada. Quelle que soit sa population. Quelle que soit sa population. C'est extraordinaire. C'est accepté par tout le monde. Je dis oui, c'est accepté par tout le monde. Nous, on avait l'impression, juste cet aspect-là, c'était extraordinaire. Les Autochtones avaient un gouvernement autonome, mais ils devaient payer des taxes, des services publics. On avait, nous, notre clause de société distincte était dans une clause Canada. Mais on avait ce qu'il nous fallait. Et il y avait la dualité qui était reconnue et on était d'accord pour la dualité. Pouvoir de dépenser, Cour suprême, tout y était. Et en plus, on avait des dispositions sur la culture exceptionnelles, confirmant la prépondérance québécoise. Alors, c'était vraiment une entente qui était supérieure. Charlottetown était supérieure à Meech, mais la force politique pour le faire accepter par des référendums n'était plus là. C'est finalement le gouvernement canadien qui en a imposé un référendum, enfin, ça a été à la grandeur du pays. Voilà. Mais il y a eu des référendums. Le Québec a tenu son propre référendum. Selon les lois québécoises. Selon les Québécois, parce que nous avions des lois ici. Oui. Le résultat, quand même, ça a été un rejet là aussi. 6 provinces l'ont rejeté, dont le Québec. Oui. Ça, l'aviez-vous prévu? Non. 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 Quand je suis revenu de Charlottetown,
on avait cette entente et on était tous d'accord pour dire autour de la table, écoute, ce qu'on a dans les mains, là, c'est meilleur que ce qu'on avait avec Meach. On a ce qu'il nous faut. On a pour les générations qui vont suivre, on a ce qu'il nous faut. On arrive à Québec et André Tremblay, qui était conseiller constitutionnel, dit moi, je vais rentrer tout de suite et je vais appeler Diane Ouellimi, qui était demeurée parce qu'elle était souffrante. Elle était demeurée ici, à sa résidence de Sillery. Moi, je vais l'appeler pour l'informer de tout. Alors, André, dans sa chambre d'hôtel, au lieu de prendre le téléphone, a pris son appareil portable. Il a parlé à Diane avec le portable. Et il a été enregistré du début à la fin de sa conversation. Alors là, on reçoit un téléphone 2 semaines après. Écoutez, par un journaliste, écoutez, nous, on a des enregistrements qu'on va rendre publics. On apprend que c'est cette conversation-là. Et cette conversation-là sort dans les médias avec des bouts qui ne mettent pas en perspective l'ensemble de la discussion. Ça, on n'a pas pu avoir ça. Oui, on n'a pas pu avoir ça, mais on a obtenu ça. On a obtenu ça, ça disparaît. On n'a pas pu avoir ça, ça demeure. Vous comprenez, hein? Quand vous avez une discussion de X nombre de minutes et que vous en faites un montage comme ça, et le montage a été fait habilement, de sorte que ça a paru que l'entente était moins bonne que Meach. Ça a causé un problème. Ensuite, il y a eu supposément une fuite de documents. Des documents qu'on a utilisés à Charlottetown, qui là encore, un document était là, mais il n'y avait pas l'autre complément qui suivait après. En fait, une série de situations politiques qui ont créé un très mauvais climat. Quand on a commencé, on avait une très grande majorité, selon les sondages que tout le monde avait, grande majorité de Québécois qui approuvaient l'entente de Charlottetown. Et quand on a terminé, avec les résultats qu'on connaît, il y a eu ce rejet qui a été fait par le gouvernement. Alors, voilà. Par la population. Par la population. Et là, c'est passé, on est passé à d'autres choses. Et ce qu'on connaît maintenant, c'est aussi bien que Meach, certainement, mais c'est encore mieux que Meach que nous avons maintenant en réalité. Les Québécois sont reconnus comme nation. Ensuite, nous avons des participations à un organisme international de premier niveau auquel l'UNESCO, où le Québec est là, à son siège. L'immigration, le Québec choisit, établit ses critères et choisit ses immigrants. Le pouvoir de dépenser, c'est régler l'entente administrative est là pour régler entre le fédéral et le provincial la façon de le mettre en place, de le gérer. Et puis la Cour suprême, bien, la loi est toujours là, qui a maintenant valeur constitutionnelle à toute fin pratique. Et le droit de veto. Et le droit de veto est l'élément qui était là, qui était perdu des négociations de 80-81. À ce moment-là, on a cru que le Québec, pour demeurer dans ce groupe de provinces qui s'opposaient au rapatriement, qui était 8 provinces dans le Québec, on a accepté qu'il y ait un droit de retrait lorsqu'il y a un amendement constitutionnel et que ça suffisait. Ça voulait dire le droit de veto. Ce qu'on n'a pas réalisé à ce moment-là, c'est qu'on ne se retire pas d'une institution. On se retire d'un droit, on se retire d'un amendement qui vient changer la Constitution sur une compétence. On dit que les autres provinces veulent avoir la compétence en matière d'éducation. Mais nous, le Québec, on veut la garder. Donc, on se retire de l'amendement, on conserve cette compétence, et en plus, on va obtenir l'argent que les autres provinces vont recevoir du gouvernement fédéral. Ça va venir au Québec, et on va exercer pleinement notre compétence. Ça, c'est très beau, ça va très bien. Mais si on veut changer le Sénat, on ne peut pas se retirer du Sénat. Si on veut changer une institution, on ne peut pas se retirer d'une institution. C'est là que le bas blesse. Comme ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, après toutes ces années de négociations,
vous sentiez-vous au bout du rouleau et passer à autre chose? Auriez-vous souhaité que M. Bourassa, là, vous confie d'autres missions? Ben, il m'avait confié, ou, comme vous savez, la sécurité publique pendant près d'un an, ou peut-être 10 mois ou 11 mois. J'ai eu sécurité publique. Alors, justice, sécurité publique, je peux vous dire, dans des périodes particulièrement importantes, là, je me souviens de situations très difficiles. Et ensuite, j'avais justice. Quand je suis arrivé comme ministre de la Justice, j'avais mon objectif premier était l'accessibilité à la justice et la réforme de notre Code civil, un nouveau Code civil. Il fallait adapter le nouveau Code civil à la réalité québécoise. C'est un Code civil qui date évidemment des années 1857-58, qui a été adapté ensuite avec des modifications. Mais un Code civil, c'est un véritable contrat social. C'est ce qui vous gouverne de votre naissance à votre décès et même après. Alors, à partir de là, il fallait qu'on s'assure de pouvoir ajuster notre Code civil à nos réalités. Et jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait voté des morceaux. Et puis, on s'est aperçu tout à coup qu'on était en train de faire un casse-tête, mais qu'on ne savait pas quelle image donnerait notre casse-tête. Toutes les pièces étaient là. On essayait de prendre une pièce. On disait, oh, ça doit aller là, ça. Puis, de fait, ça n'est pas tout à fait là. On forçait. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui était ma vis-à-vis comme ministre de la Justice, qui était Louise Arel. Et Louise Arel, on a eu à se rencontrer. Je dis, regarde, Louise, on a un problème. Le Code civil, il faut qu'on puisse ensemble pouvoir travailler et refaire un Code civil. Et refaire un Code civil, c'est pas l'œuvre d'une personne, c'est pas l'œuvre d'un gouvernement, c'est l'œuvre d'une société. Et si tu veux, on va travailler ensemble et on va essayer de refaire ce code, refaire tout ça. Si on continue à aller morceau pour morceau comme ça, on n'y arrivera pas. Mais on va y aller ensemble. Elle me dit, ben écoute, je vais aller vérifier ça. Elle m'est revenue, elle me dit, ça va être difficile, Gilles, parce que ça a été discuté en caucus, puis je dois te dire que je n'ai pas à trahir le caucus qu'il dit, mais c'est difficile. Là, j'ai rencontré M. Parizeau. Et je dis, M. Parizeau, voilà le projet. Nous, on a un document fondamental pour notre vie en société au Québec. C'est notre Code civil. Il faut qu'on puisse le réformer. Puis de la façon que les choses vont, là, non seulement il n'y arrivera pas, mais on est en train de faire, disent les Anglais, un patchwork. Il faut qu'on ait quelque chose qui se tienne. Il faut qu'on fasse un acte de volonté ensemble. Mais revenu, 2 jours après, il me dit oui. Parler avec Mme Arel, on vous soutient. Et a commencé comme ça nos travaux. Et ça a commencé en 88, fin 88. On a travaillé comme ça pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'en 94, où officiellement le Code civil était en application, avec une commission parlementaire qui a duré 4 mois. Et c'était pendant, c'est donc près de 6 ans de ma vie, extrêmement exigeant, extrêmement stimulant, je dois dire aussi, parce qu'on a tout d'abord mis dans ce Code civil toutes les nouvelles règles concernant l'éthique. La mère porteuse, par exemple. Le Québec a été le premier à dire non à la mère porteuse. On considérait qu'une femme ne peut pas porter un enfant pour des considérations financières. C'est impossible. On a dit non. D'autres avaient dit oui. Ensuite, le respect de la vie privée. Vous avez le droit de connaître les dossiers que des grandes institutions qu'on peut avoir sur vous un peu partout. Vous avez le droit de faire corriger ces dossiers-là. C'est très, très, très important. Et puis, comme ça, beaucoup d'éléments qu'on a réussi à faire adapter dans cette commission parlementaire qui a duré près de 4 mois. Bon, ça n'a pas été facile de persuader le barreau de pouvoir avoir ce nouveau Code civil et travailler avec nous. Mais finalement, ce que le barreau nous a dit, il dit, si vous voulez qu'on vous appuie, vous allez mentionner ce que vous voulez changer un Code civil, pourquoi vous voulez le changer et la source
que vous voulez avoir, qui va vous inspirer. Et c'est comme ça qu'on a fait les intentions du ministre, qu'on a déposé en même temps que le nouveau Code civil, qu'on a déposé à l'Assemblée nationale pour démontrer donc tout ce qu'on changeait et pourquoi on le changeait. Une très belle collaboration des juges, des notaires, des différents intervenants, de sorte que le nouveau Code civil est l'expression d'une société. Et ça, pour moi, de tous mes 9 ans en politique ou quelques, j'en garde la plus belle satisfaction. Parce que pour moi, le moment le plus extraordinaire que j'ai vécu dans cette chambre de l'Assemblée nationale, c'est quand on a fait ce vote sur ce Code civil et qui a été voté à l'unanimité. Malgré tous ces aspects sensibles, tous ces éléments de politique qui peuvent différer d'un parti à l'autre, tous ensemble, on s'est entendus pour voter ce grand Code civil de 3177 articles, ensemble. C'était pour moi le moment, je dirais, le plus exceptionnel, le plus émouvant. Et gratifiant. Gratifiant dans cette chambre de l'Assemblée nationale. Alors, je mets maintenant aux voix la motion de M. le ministre de la Justice proposant l'adoption du projet de loi 125, Code civil du Québec. Que les députés qui sont en faveur de cette motion veuillent bien se lever, s'il vous plaît. M. Bourassa, Saint-Laurent. M. Pagé, Portneuf. M. Vallière, Richemont. M. Vallerand, Crémazie. M. Elkes, Robert Baldwin. M. Rémillard, Rontalon. Monsieur Rémillard, à la justice, l'un de vos principaux chevaux de bataille, c'était l'accessibilité à la justice pour tous. C'était un gros contrat. Comment vous y êtes parvenu? Oui, c'est un grand contrat, vous avez raison, parce que l'accessibilité, avoir une justice de qualité, avoir une justice accessible, évidemment, c'est deux objectifs très importants lorsqu'on parle de justice. On parle d'un système de justice. Je voyais très bien la situation où les tribunaux étaient engorgés, où les gens n'avaient plus les moyens pour pouvoir avoir accès à la justice. Alors donc, avec l'équipe exceptionnelle que j'avais au ministère de la Justice, parce que je dois dire que j'ai fait de la politique pendant ces presque 9 ans avec des équipes de fonctionnaires et de sous-ministres exceptionnels. Et je veux vraiment rendre un hommage aux fonctionnaires, à la fonction publique québécoise, qui est reconnue comme telle d'ailleurs parmi la Fédération canadienne des autres provinces. Mais on s'est rendu compte que l'aide juridique n'était pas vraiment une solution parce qu'il demeure que ceux qui gagnent un petit peu plus que 18 500 $ par année et qui gagnent même 50 000 $ par année et qui se font poursuivre par quelqu'un qui a l'aide juridique, dont tous les frais sont payés, il peut se retrouver dans une situation extrêmement difficile, se retrouver jusqu'en Cour suprême et tout perdre. Alors, si on veut parler d'accessibilité à la justice, l'aide juridique était un élément pour les plus pauvres, mais attention, il fallait aussi protéger ceux qui peuvent être poursuivis par quelqu'un qui a l'aide juridique et que lui se retrouve dans une situation difficile. Il y avait aussi la possibilité de faire en sorte que nous puissions avoir une petite créance, les cours des petites créances. C'est des cours où vous pouvez aller sans avoir l'appui, sans avoir l'aide d'un avocat. Maintenant, on sait qu'on a des montants qui sont considérables, jusqu'à 7 000 $, et vous pouvez, pour une réclamation de 7 000 $, aller directement aux petites créances, sans avocat. Le juge va vous entendre, la partie adverse va être là, le juge va voir quelle situation il a à juger et il prend sa décision. Donc, c'est déjà beaucoup. Puis, à mon avis, ça devrait monter à 15 000 $. Mais on a déjà fait ça, c'était beaucoup. Mais l'élément sur lequel on a le plus insisté, c'est de développer le système d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Faire en sorte d'aller en procès. Voilà, avant d'aller en procès, qu'on puisse offrir d'avoir de la conciliation, d'avoir de la médiation et de l'avoir, si ça ne marche pas, d'avoir de l'arbitrage, mais d'éviter d'aller en procès devant les tribunaux. Et ça, finalement, ça s'est bien passé.
Et ça a désengorgé, évidemment, les tribunaux? Ça a désengorgé les tribunaux. On a créé ici un centre d'arbitrage à Québec, le Centre d'arbitrage national et international ici de Québec, avec le professeur Nabil Antaki, qui l'a présidé pendant des années et qui a beaucoup aidé à développer l'arbitrage, surtout au niveau des commerces, des commerçants, des industriels, en fait, des gens d'affaires. Et ensuite, l'arbitrage, on l'a établi aussi pour les simples individus, mais on a insisté beaucoup sur la médiation, c'est-à-dire avant de se retrouver même en arbitrage, la possibilité qu'il y ait une entente, une médiation qui se fasse. Et avant la médiation, même la conciliation. Alors, même si vous n'avez pas encore de litige, vous voyez qu'une situation est très difficile et qu'il y a un problème qui va éclater, vous pouvez avoir un conciliateur qui va pouvoir venir et essayer de voir si de part et d'autre, il n'y a pas moyen de s'entendre. Si ça ne marche pas, bien, il y a toujours, à ce moment-là, il y a un litige, il y a de la médiation. Et si la médiation ne marche pas, vous avez l'arbitrage qui est là. Vous avez créé le prix de la justice lorsque vous étiez à la tête de ce ministère-là. Quelle catégorie de citoyens vous vouliez récompenser? Nous voulions récompenser des personnes qui avaient montré ce civisme, montré cette sensibilité, cette conscience sociale, communautaire. Et d'ailleurs, le premier prix de la justice que nous avons donné, c'est à Mme Diane Lemieux. C'est Mme Diane Lemieux, députée et ministre, oui. et maintenant présidente de la Commission de la construction, qui a eu le premier prix du civisme pour son travail fait en fonction des victimes. Travail remarquable qu'elle a fait. Des victimes d'actes criminels. D'actes criminels d'une façon générale. Vous avez présidé un sommet de la justice aussi en 92. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Bien voilà, en 92, j'ai voulu qu'on puisse avoir une rencontre avec les grands intervenants impliqués dans l'application de la justice, le système de justice. Bien sûr, les juges, les avocats, bon, tous ces intervenants, mais les intervenants sociaux aussi, des groupes d'intervenants sociaux. Et tous ensemble, nous avons fait ce sommet de la justice pour avoir des moyens les plus concrets possibles pour garantir l'accessibilité à la justice, pour faire en sorte aussi que l'on puisse avoir une conscience de la justice, une conscience sociale de justice plus claire, plus évidente. Et ça a donné des résultats des plus intéressants. Ce que je vous parlais tout à l'heure concernant la médiation, la conciliation, l'arbitrage, est un des résultats justement du sommet de la justice. En ce qui regarde aussi la protection des enfants, les moyens pour l'aide juridique dont on a parlé tout à l'heure, la sensibilité plus grande à des gens qui sont handicapés et qui ont besoin de l'aide de la justice d'une façon particulière. Vous avez réformé aussi les tribunaux administratifs qui concernaient, entre autres, la nomination des juges. C'est un sujet assez délicat. Là, je dois vous dire que je n'ai pas réussi à faire cette réforme. Elle est venue ensuite, plus tard, j'ai présenté un projet de loi avant de quitter. Même quelques jours avant de quitter, j'ai présenté un projet de loi parce que je tenais, avant de quitter, de au moins exprimer dans un avant-projet, si vous voulez, de loi, les principales difficultés que je voyais en ce qui regarde les tribunaux administratifs. L'indépendance des juges, la possibilité que ces juges puissent être nommés sans aucune relation en ce qui regarde des interventions qui viendraient de l'extérieur. En fait, plusieurs éléments qui ont été mis dans ce projet de loi et ensuite qui ont été repris et complétés et améliorés dans un autre projet de loi qui a été voté un peu plus tard, 2 ou 3 ans plus tard. Merci, M. Rémillard.